et bienvenue dans ce 101e podcast Manchester Devils. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on n'est que deux, petit comité. Ouais. Donc avant de commencer, je vous présente celui que vous connaissez, Adama. Salut à tous. Alors, comme d'habitude, merci pour votre soutien. On aime bien vous le répéter, c'est sympa. Manchester Devils, c'est plus qu'un podcast, c'est également un site internet. Vous savez qu'on vient de là. Il y a un forum, donc n'hésitez pas à venir vous manifester. Qu'on vous voit sur le forum, qu'on parle en commentaire dans le podcast, c'est toujours très agréable. Concernant les vidéos du podcast, un petit soutien, ça fait toujours plaisir. Un like, un commentaire, comme je le disais, on répond à tout le monde, donc on essaye d'être au plus présent. On vous a remercié à l'épisode d'avant parce que c'était le 100e, et là pour le petit format, on est au 101e. Donc moi, je vais en profiter également pour vous redire merci. C'est un vrai plaisir d'avoir créé ce podcast. C'est un vrai plaisir de voir que petit à petit, il est monté. On a démarré, on n'était pas beaucoup, que ça soit en auditeur, que ça soit en podcasteur. Et puis là, on a pris un rythme qui nous convient, donc c'est plutôt agréable. Ça a l'air de vous convenir aussi. Et pour ça, c'est un vrai plaisir et on pourra que vous remercier. En gros, ce qui veut dire, c'est que depuis que je suis arrivé, le podcast a bien démarré tout. Je On a plaisante. upgrade le podcast, exactement. Je plaisante. Alors, pour embrayer, on sort du match contre West Ham, 17e défaite de la saison. Heureusement, on arrive à la fin parce que là, ça devient quand même difficile. On perd 2-0 dans le classement du championnat, ça devient anecdotique puisque de toute façon, on sait que on n'est pas relégable. On sait qu'on n'obtiendra rien du tout en termes de classement, donc c'est juste la guerre avec Tottenham qu'on va croiser en finale d'Europa League. Aujourd'hui, petite désillusion peut-être plus importante finalement que le score. On perd Lenny Euro sur blessure. Pas d'infos encore au moment où on tourne, mais il quitte la pelouse en boitant légèrement. Et surtout, on voit Amorim se prendre littéralement la tête entre les mains. Ça sent pas très bon après avoir parlé au physio. Donc on attend des nouvelles, mais grosse inquiétude pour la finale à venir qui est dans 10 jours, puisqu'on joue mercredi, pas qui arrive, mais suivant. Donc du coup, assez embêtant. Avant d'aller plus loin, Adama, pour toi, Lenny Yoro, ça devait démarrer titulaire en finale, pas titulaire? Large, bien sûr, titulaire tous les jours. Ouais, Donc c'est un large. coup dur si s'il doit pas être là pour la finale, ouais, c'est un coup dur. J'ai pas vu justement sa blessure. Est-ce que c'était suite à un coup ou tout seul Alors, je t'avoue que, étant donné que pour des raisons techniques, le match a été suivi sur le PC et non pas sur la télé comme d'habitude, j'ai eu des coupures. Malheureusement, j'ai vu la sortie suite à une coupure, j'ai pas t'as vu vu la comment blessure en elle-même. Donc la blessure, la sortie, je l'ai vue. Je peux te dire qu'il marche lentement, enfin lentement. Il boitille, hein, c'est léger, c'est dans sa démarche. Il boitille légèrement le long de la touche en sortant. Il est accompagné par le physio, mais j'ai pas vu le choc. J'ai pas eu l'impression. Je crois pas parce que sur les peu de rentes qui sont montrés, j'ai pas vu particulièrement de gros chocs. Donc pour l'instant, vraiment point d'interrogation. Je pense qu'on attend tous Amorim sur le sujet. Pour toi, des défenseurs qui étaient valides, il était situé comment? Tu le plaçais en termes de performance devant Mazraoui, devant Maguire, derrière Maguire? Oui, c'est le top 1 pour moi. C'est lui le meilleur défenseur à ce jour. Euh, Si on enlève la saison de Ligt, pour moi, juste après, c'est Yoro. Même si Mazraoui aussi a été top, pour moi, c'est sa montée en puissance. On n'oublie pas qu'il a que 19 ans, qu'il digère un transfert à 60-70 millions d'euros. Il avait bien commencé, ensuite il avait eu un coup de moins bien, et là il revient bien. Surtout qu'on voit qu'il prend confiance même dans le jeu et tout. Ouais, non, là, depuis que Delirte n'est pas là, pour moi c'est vraiment véritablement lui le patron de la défense. Donc s'il n'est pas là pour la finale, c'est une arme qu'on n'aura pas. Donc gros coup dur. Je suis assez d'accord. Surtout que finalement, en perdant Yoro, tu perds quand même deux aspects. Tu perds un aspect défensif où il est bon, peut-être pas même le meilleur de nos défenseurs, mais après, il faut prendre le profil complet du joueur. Et par contre, profil complet du joueur, surtout comme tu l'as dit sur sa montée en puissance sur ses derniers matchs, il remontait beaucoup de ballons, balle au pied, qui faisait énormément de bien en faisant remonter notre bloc. Donc ça, c'est peut-être la plus grosse perte qu'on a parce que si on fait jouer ses remplaçants, donc là, clairement, on annonce Lindelof ou Shaw. Alors encore chaud, ça va. Chaud, Si tu prends supplémentaire, Lindelof, ouais, ouais, si tu prends Lindelof, tu joues 15 mètres derrière, quoi. Par rapport à ce que tu joues avec Euro, c'est-à-dire vraiment ta ligne défensive, elle est collée au proche de ton gardien au lieu de Et il prendre remonte Velair. pas la balle, et on a bien vu même contre Bilbao, il a un moment il avait remonté la balle, après il s'est emmêlé les pinceaux, il avait fait une passe dans l'axe qui pouvait coûter cher, donc ouais, bon,
C'est On est compliqué. d'accord. Surtout que a priori, si Euro est blessé, à moins d'un retour miracle de Ligt, mais ce qui n'est pas annoncé, tu partirais sûrement sur une défense titulaire qui, donc, Mazraoui, on espère tous, parce que quand je dis on espère, c'est qu'étant donné qu'on sait que le joueur est un peu en fin de condition physique, le coach l'a dit plusieurs fois, donc on espère qu'il est fit dans 10 jours. Et après, à côté, tu choisis entre Maguire, Lindelof et Shaw, quoi. Donc le choix est pas Bah, Maguire exceptionnel. Shaw, si, de toute façon, Shaw, pour l'instant, attention, il est sur un retour et pour l'instant, Shaw, les 90 minutes, c'est compliqué. Donc, oui, oui, ben, je préfère qu'il commence, qu'il fasse ses 1 heure, voire peut-être moins s'il se blesse entre-temps. Et après, tu fais rentrer un Lindelof. Plus tu peux retarder l'entrée de Lindelof, mieux c'est. on est d'accord. Donc voilà, le match d'aujourd'hui, c'était principalement peut-être le plus important, c'était de signaler la blessure de Yoro, le score anecdotique. West Ham, bah écoute, au final, ils viennent de nous repasser devant le classement, mais comme on dit, pas important. Et je pense qu'on peut clôturer le chapitre de la Première Ligue qui cette année est plus une épine dans le pied qu'autre chose. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il nous reste 2 matchs, Chelsea et Aston Villa. Chelsea avant la finale. Alors j'espère, avant de clôturer quand même la Première Ligue, je vais mettre ce petit tac quand même. J'avoue que la blessure de Euro, je vais quand même l'avoir un petit peu en travers parce que Amorim m'a déclaré en conférence de presse à la sortie du match contre Bilbao qu'il n'avait pas l'intention de particulièrement faire tourner en championnat, chose qu'il n'a pas beaucoup fait sur ce match. Alors oui, il a fait tourner le gardien, Hamas était là, mais du coup on se retrouve avec un Euro qui joue 1 heure avant de se blesser. Euro, moi personnellement, j'aurais préféré sur le match d'aujourd'hui voir Lindelof que Euro sur le terrain, personnellement. Et quand je dis préférer voir Lindelof, je dis pas que Euro doit être conservé dans du papier bulle et ne plus jouer jusqu'à la finale, mais j'aurais apprécié juste de le voir rentrer pour les 20, 15 à 20 dernières minutes pour garder une condition physique que de jouer 1 heure tout le Oui, match. oui, oui et non, parce que il faut que tu aies du rythme, il faut que tu joues, c'est dans 10 jours. Donc si on commence déjà à pas le faire jouer là maintenant, le temps qu'il reprenne la caisse physique et tout, pour moi c'était la chose à faire de mettre les meilleurs joueurs et de faire en sorte qu'ils soient qu'ils trouvent le plus de complémentarité possible, parce qu'ils n'ont pas tous joué ensemble, et même vu qu'il n'y a pas d'enjeu, pas de gros enjeux, vaut mieux les mettre qui prennent des automatismes pour justement la finale, pour mieux préparer la finale. Et sur la première mi-temps, de ce que je voyais, en tout cas au niveau du pressing et tout, je voyais des choses un peu plus coordonnées. Très peu de temps, mais j'ai vu des choses, des petites choses. Mais malheureusement, oui, ça dure pas assez longtemps. Mais bon, pour moi, c'était le bon choix à faire de mettre Euro titulaire. En tout cas, tous les potentiels titulaires pour la finale, de les mettre parce qu'il faut garder le rythme en fait. Alors, je comprends le rythme, mais j'aurais vraiment préféré voir max une mi-temps et plutôt des entrées en fin de jeu, ou alors tu les fais débuter et tu les sors de la mi-temps. Mais vraiment, j'aimerais que ça, enfin, j'aurais apprécié que certains joueurs clés, et quand je dis clés, c'est pas des joueurs clés par rapport à notre manière de jouer, c'est plutôt des joueurs qui, comme Euro, soit en retour de blessure, soit des joueurs tu sais, qui vont avoir une tendance à se blesser facilement, qui est un peu ce côté où on lui donne des minutes et en même temps on manage, on les préserve un peu parce que bah du coup là, ça devient handicapant. Et d'ailleurs, du coup, je fais écho à ce que tu vas dire. Je te pose une question. Pour le prochain match contre Chelsea, donc que j'ai annoncé en préambule, qui t'aligne en défense? T'alignes les 3 joueurs que tu veux voir jouer la finale 3 jours après? Ou L'équipe est-ce type, que ouais, 6 jours après, pardon. l'équipe qui doit jouer pour la finale, parce qu'il faut avoir du rythme. Je mets la meilleure équipe possible. Déjà, de un pour d'essayer de gagner le match, et de deux, préparer au mieux la. Tu prépares pas au mieux pour avec une défaite. Bien sûr, c'est totalement cette saison-là veut complètement rien dire, mais vaut mieux partir avec une victoire, te rassurer quoi qu'il arrive, hein. Donc moi je pars avec la meilleure équipe. Parce que si, par exemple, sur ce match-là, sur le match de West Ham, admettons que Amorim n'ait pas mis Euro titulaire, qu'il fasse rentrer à la 55e, 60e, et qu'il se blesse à la 70e, qu'est-ce qu'on aurait dit? Là, c'est pas de chance. Et si tu veux, moi, Ben là aussi, moi, dans ma gestion, c'est pas de chance aussi. moi, ce qu'il y a dans ma gestion, c'est que tu te dis si tu le fais rentrer en fin de match et qu'il se blesse, bon, bah, là, à un moment donné, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, tu mets pas des joueurs dans du papier bulle. Par contre, le faire débuter tout le match, ça veut dire vraiment le faire jouer entre guillemets à haute intensité tout le match et même après la mi-temps le laisser sur le terrain.
quand c'est un joueur qui a beaucoup été blessé et qui revient, qui est dans une bonne condition, qui est en train de revenir de ses blessures, j'avoue que j'aurais aimé un peu de ce qu'on appelle en NBA de load management, c'est-à-dire que j'aurais vraiment aimé qu'on diminue un peu ces minutes données, c'est-à-dire qu'il continue à jouer tous les matchs, mais avec des minutes diminuées. Alors tu vas me dire peut-être que dans le plan, il était prévu qu'il sorte après la 60e, parce que je crois qu'il se blesse aux alentours de 58 à vérifier. Mais je reconnais que même une heure de jeu, à mon sens, c'était trop. J'aurais bien aimé qu'on dépasse pas une mi-temps, sachant que, comme tu le dis, on joue contre Chelsea, donc il aurait joué encore. Et après, il aurait joué aussi mercredi. Donc au final, en 10 jours, il allait jouer l'équivalent de 2 matchs pleins. Le rythme, pour moi, il y est. Donc j'avoue, j'aurais préféré ça. Et contrairement à toi qui viens de l'annoncer, j'espère que contre Chelsea, on sera capable de faire du load management. J'ai pas envie de voir vraiment l'équipe type, ou du moins s'il y a l'équipe type, j'espère qu'elle ne sera pas vraiment à jouer plus de 55 minutes, même si c'est qu'une mi-temps, moi ça me va. Alors il pourra pas faire 11 changements, mais j'avoue que j'apprécierais de pas avoir, parce que là il suffirait plus que Chelsea joue un peu dur parce que eux se battent encore un peu pour le haut du tableau et qu'on sorte avec une ou deux blessures en défense. Bah là c'est fini quoi. Je veux dire, là t'es en train quand même de définitivement de te cramer. On n'a pas malheureusement actuellement un luxe en termes de rotation qui pourrait se permettre en se disant bon bah si lui il est pas là on mettra lui. Tu vois, je veux dire, je vais prendre cet exemple parce qu'il est obvious, mais quand tu t'appelles Manchester City, t'as Grealish sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te permettre de blesser le titulaire, t'as Grealish sur le banc. Nous, quand tu blesses Euro, le remplaçant s'appelle Lindelof. Tu vois, la proportion, Ouais, c'est pas la même. mais je comprends, mais comme tu as dit, on peut pas les mettre dans un Mm. papier bulle, mais dans un autre temps aussi, bah, il faut aussi quand même gagner des matchs, et même pour le rythme, si on se dit qu'on les met, on met les titulaires 45 minutes et l'autre match 45 minutes, sachant qu'on joue là cette fois-ci, c'est différent, on joue une équipe de première ligue. Donc, niveau rythme, niveau athlétique, ce qui a fait qu'on est invaincu en Europa League, c'est parce qu'on joue des équipes qui ne sont pas anglaises. Et donc, physiquement, malgré tout, même si on a une condition physique merdique, ça passe. On le gagne physiquement. On gagne, la plupart des matchs, on les gagne physiquement. Là, on va jouer une équipe qui a les mêmes caractéristiques que nous, qui fait la même saison que nous. Et si on met les joueurs 45 minutes et 45 minutes, sachant que le match peut aller au-delà de la 90e minute, sachant que déjà que nos joueurs, quand ils font des efforts sur 10-15 minutes, tu les vois après, ils sont cuits. Non, on est obligé de les faire jouer. On n'a pas le choix, on est obligé de les faire jouer. Ils doivent jouer le plus de minutes possible. De toute façon, après, c'est de la récup. 6 jours pour récupérer d'un match de 90 minutes, ça va. Ah oui, non, Si, ça, j'ai pas de sujet sur la récup. Moi, c'est plutôt le sujet blessure, parce que la récup, 6 jours, je suis d'accord, c'est ok, c'est quasi un match par semaine. Donc moi, ça me va. Là-dessus, pas de sujet. c'est même beaucoup, mais ça va, tu vois. Donc, s'ils font un match de 90 minutes, malheureusement, ils sont obligés de faire 90 minutes. Parce que si tu fais que 45 minutes, c'est pas assez. Parce qu'après, tu vas devoir te mettre dans le rythme de la finale, avec la pression, machin et tout. Là, c'est sûr que tu peux te péter. Parce que les blessures, c'est avant tout mental. En tout cas, les blessures musculaires et autres, c'est surtout ton mental. Si tu vas jouer le match avant de l'avoir joué, non, moi, pour moi, c'est une bonne c'est la bonne gestion. Après, j'entends ton argument, mais pour moi, c'est la meilleure des gestions, c'est de faire jouer les mecs, en fait. Sinon, si tu les fais pas jouer, c'est compliqué. D'accord. J'en profite. Dites-nous en commentaire si vous aurez été plutôt team je les fais jouer pas plus d'une mi-temps ou team au contraire faut aligner le 11, faut qu'ils jouent, faut qu'ils avalent des minutes pour être au maximum prêt en termes de préparation comme a dit Adama, d'habitude de jeu, d'organisation, etc. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas, ce serait intéressant de voir s'il y a deux teams qui s'opposent ou si en fait l'un de nous deux remporte entre guillemets largement les suffrages et que c'est l'autre qui a une vision un peu tronquée. Mais les deux C'est s'entendent, en fait. intéressant. Les deux Tout à fait. s'entendent. Les deux Pas de s'entendent. sujet là-dessus. Donc je pense que, comme je vous disais, donc on va jouer là contre Chelsea. On parlait de la fin du championnat avant de faire le petit écart là-dessus. Et le dernier match sera contre Aston Villa. Je sais pas si là ce sont pas les jeunes qui joueront parce qu'on sera carrément après la finale. Il y aura vraiment plus rien à jouer. Donc la première ligue, je pense que c'est bon. On peut enfin baisser le drapeau et se dire finito. Même si le coach a dit qu'il fallait gagner les matchs jusqu'à la fin, mais bon, honnêtement, on n'a pas réussi à gagner les matchs avant. Je ne vois pas les deux derniers matchs du championnat, ce qui va changer là-dessus. On peut enchaîner, je pense, sur. On voulait vous parler un petit peu de Bilbao. Pour ceux qui auront compris le titre, Bilbao s'éteint. Comment on a éteint Bilbao chez eux, puisque mine de rien 7-1, même si ça reflète pas forcément tout ce qui s'est passé sur les deux confrontations, Mm. le score lui est sans appel. Ça c'est, par contre, c'est pas un score qui tombe du hasard.
Ce qui fait plutôt plaisir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'Europa League est peut-être l'une des seules satisfactions de cette saison. Tu l'as dit toi-même, on est invaincu en championnat. Alors on sait, hein, les médias ont fait nombre de Vainqueur au championnat, non. en championnat, pardon, en Europa League. J'aimerais bien. Mais le unbeaten, on l'a vu partout, hein, en Europa League, donc on sait. À mon sens, c'était un peu un gros titre qui n'a rien à faire là quand tu enchaînes ta 16e défaite en championnat. Le parallèle est trop douloureux pour, à mon avis, la mettre en avant. Laisse-nous kiffer un petit peu. Mais c'est la partie plaisir, Ne fais pas la seule l'Antoine. petite partie plaisir. L'Antoine, ne fais pas le rabat-joie. Il est pas là, Non, ne fais non, pas le non. rabat-joie. Dans la partie doux amer, tu vois, c'est la partie douce. Donc on va quand même la prendre. Là-dessus, il y a pas de sujet. Je me dis, ouais, comment t'abordes la finale? Parce que moi, j'ai déjà un premier sentiment qui me vient, qui est bête, qui me dit, j'ai la sensation qu'on va jouer à l'extérieur. Est-ce que tu penses qu'on aura les faveurs du stade? Je m'étais pas posé la question, tu me prends de Je t'ai court. pas posé la question. Parce qu'en fait, moi, je me suis fait le parallèle avec la finale de Ligue des Champions de 2008, qu'on joue à Moscou, face à le Chelsea, qui est Ouais. détenu par Roman Abramovich. Et on sait que tout le match et tout le stade, hormis les gars de Manchester qui ont fait des déplacements, mais tout le reste du stade, on le sait, est contre nous. C'est un match qu'on a joué à l'époque à l'extérieur. J'ai ce sentiment que là, en allant jouer à Bilbao, on va jouer à l'extérieur à cause de l'élimination, à cause du 7-1. Oui et non, parce que sur Twitter, le CM de Manchester avait félicité Bilbao, et après celui de Bilbao a également félicité celui de Manchester. Ils auraient pu ne rien dire, ou il aurait pu dire oui, on s'est fait voler, l'arbitrage, machin, ceci, Mm. cela. Il aurait pu bouder, mais au final, non, il a répondu ouais, f- bonne chance pour la finale. Sur le fait qu'on soit... Non, je pense que ça va être partagé. Et en vrai, euh, supporter ou pas supporter, on se doit franchement, je survivrai pas. J'ai- Il veut pas aborder le sujet douloureux. Non, 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 j'ai déjà dit à mes potes, hein, j'ai déjà dit à mes potes, pendant un an, je disparais. Euh, euh, J'aurais préféré perdre contre Bordeaux, 3-0, 5-0, ce que tu veux, mais pas perdre contre les Spurs. Non, ça, honnêtement, je peux pas. Je Donc, comprends. Tu veux pas donner leur premier titre, enfin leur premier titre de la récente, tu veux pas leur donner leur premier titre. ouais, non, je veux pas. Non, 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 non. Tu sais que, attention, parce qu'on est quand même dans l'année où Paris peut être champion dans Ligue des Champions, on est dans l'année où Kane a pris son premier titre, d'accord? Cette année, les vérités du football, dur quand Alors, même, hein. comme j'ai dit dans le groupe WhatsApp, j'ai pas peur d'eux, j'ai pas peur des Spurs, même si ça fait depuis 2022 qu'on les a pas battus. Cette année, trois matchs, 3 victoires pour eux. J'ai peur de nous. Si on joue alors, j'allais dire à un autre niveau. Si on joue à, non, non, si on joue à un autre niveau, on va perdre. Le contre son camp. Ouais. Non, mais non, on est meilleur qu'eux. Je l'ai dit face à Lyon qu'on était meilleur qu'eux. Bilbao, j'avais dit que ça allait être chaud. Au final, ça a été plus facile que contre Lyon. On est meilleur qu'eux. Maintenant, il faut le démontrer sur le terrain. Et en fait, c'est si on tombe sur un bon jour. D'accord. Il y a des bons jours ou pas des bons jours. Là, contre Bilbao, j'avais un peu peur. Première mi-temps, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Il faut- Non, non. Et au final, bon, ça s'est bien goupillé, mais je pense qu'on a tous paniqué. Oui, c'était pas évident. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait le film du match et on va pas vous le faire parce que j'imagine que tous ceux qui nous écoutent, soit ont vu le match, soit ont vu les résumés, donc on va pas vous expliquer ce qui s'est passé le 4-1 contre Bilbao. Même au retour, le début alors on était tous partis pour dire que si on perdait ce match, enfin non, si on ne se qualifiait pas, c'est pas une question de perdre de match, c'était peut-être le plus gros loupé qu'on aurait tous constaté de visu. Par contre, comme attendu, dès la première mi-temps du match retour contre Bilbao, ça a été difficile. On a été mené 1-0, je vais pas dire assez rapidement, mais quand même, ils n'ont pas mis trop longtemps non plus, hein, moitié de première mi-temps. Et on a réussi à rattraper la catastrophe, en fait, en égalisant toujours en première mi-temps. Après, ce qui se passe pour moi dans le match en seconde mi-temps, c'est anecdotique parce qu'à ce moment-là, Bilbao sait qu'ils ont trop de buts à rattraper, ils peuvent plus jouer normalement, ils sont obligés de laisser beaucoup d'espace parce que de toute façon, le temps joue contre eux quand il te reste que 45 minutes et que tu as au moins 3 buts à marquer. À un moment donné, la stratégie, là, elle prend un coup dans l'aile et t'es juste obligé d'attaquer. Et d'ailleurs, le but que met Mount en tirant dans un but quasiment vide,
c'est clairement dû à des errements défensifs quand tous tes joueurs vont vers l'attaque pour essayer désespérément de mettre un but parce que tu sais que c'est quasiment perdu. Donc pour moi, il y a vraiment les doubles confrontations contre Bilbao se jouent sur les 3 premières mi-temps et la quatrième mi-temps où finalement on met 3 buts en quatrième mi-temps, donc la deuxième mi-temps du Non, deuxième match. mais nos 4 buts, on a marqué à partir de la 60e. On n'a pas égalisé à la première? Non, 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 non. Non, Non, début deuxième mi-temps, c'était encore dur. 4 ans. Et c'est là que Amorim, il Ah oui, pète un non, câble pardon, t'as et raison. il fait des changements vers entre la Oui, oui, 55e pardon, t'as et raison. l'heure de jeu. Et il se fâche, il fait rentrer 3 joueurs. T'as raison, je sais pas pourquoi il me semblait qu'on avait Ah non, égalisé en non, première. même au début de seconde mi-temps, c'était dur aussi. Ils ont failli en mettre un deuxième. Et là, Amorim, il pète un câble. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui ont fait attention. Première mi-temps, il avait pas de bandage. Et Oui, deuxième la mi-temps, il main, avait on un l'a vu. bandage. Euh, On l'a vu, la je crois main. faut rien mettre de coupant dans les vestiaires. Parce que, C'est la deuxième fois déjà cette saison, hein, ouais, qui pète un truc, hein. et là, il y avait de quoi. Là, il y avait de quoi parce que c'était un foutage de gueule la première mi-temps. C'est la pire prestation que j'ai vue sous l'ère Amorim. En Ah termes non, d'attitude, en c'est termes dur quand même. d'attitude, en termes Ah d'attitude, ouais? en termes Ah, j'ai d'attitude pas des trouvé. joueurs. C'était pas une bonne mi-temps, mais j'ai trouvé qu'on avait vu on- pire. J'ai pas les exemples précis, mais sur le moment, j'étais pas choqué. Moi, j'étais choqué de ce que je voyais. On n'a pas abordé le match de la bonne façon. Et on a bien vu même Amorim quand on commençait à marquer, quand on a égalisé. Non, il était stoïque. Je crois le but de Mount, le deuxième but de Mount, c'est là où il a C'est souri. décrispé. Mais sinon, avant ça, non. Parce que c'était normal en fait de mettre ces buts-là. Si on les avait pas mis avant, Garnacho qui loupe. Un énorme loupé, faut le dire, qui loupe un très très gros, il y a un face à face où normalement il a largement le temps d'aligner correctement. Ouais. Surtout avec le talent qu'il a. Enfin, tu vois, t'as certains joueurs, tu te dis bon, ça passe pas, mais avec le talent qu'il a, il avait le temps d'ajuster. Je pense qu'il a un terrible manque de confiance. Ah oui, Il n'y et arrive il est pas plus le seul devant dans le but. l'effectif. Devant Mm. les buts, il n'y arrive plus. Donc, Et c'est fou quand même de te dire qu'il en manque de confiance quand il sort d'une année statistique, et je précise bien uniquement statistique, qui au final est pas si mauvaise que ça. Mais que malgré ça, eh ben la confiance elle est quand même pas là. C'est dur hein, finalement en de. fait, c'est comme Bruno, parce que tu produis de la quantité. Et dans ta quantité, oui, tu vas en ressortir un peu de qualité. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les stats de Garnacho, ben si un supporter lambda, un neutre, il arrive, il voit ouais, les statistiques de Garnacho, il va se dire, ouais, mais pourquoi il le Ouais, saison critique? réussie. Ils ont réussi. C'est là où les stats, voilà, ça peut vouloir dire C'est un tout et message. son Hein. contraire. Nous, on voit tous les matchs, et non, c'est pas satisfaisant ce qu'il fait. De la même manière que Bruno, courant alternatif, il peut faire des bonnes prestations et ne pas stater, comme il peut faire de mauvaises prestations et stater. Et au final, ça s'équilibre. Il fait toujours des grosses stats, mais est-ce qu'on en est satisfait pleinement? On a toujours cette petite frustration où Non. on se dit, euh, voilà, c'est pas le même niveau que, je sais pas, un Kevin De Bruyne de la grande époque. C'est pas, par exemple, un Pedri, des mecs qui vont te faire passer, ou un Bellingham, par exemple. C'est pas ce type de joueur-là voilà, où c'est un peu mieux. Donc voilà, faire attention avec les statistiques, ça illustre encore une fois ce que je pense au niveau des statistiques. Bah, ne pas se fier que à ça en fait. D'ailleurs, tu abordes le sujet et j'aimerais juste en parler une minute. Bruno, ça fait 2 3 matchs que quand même je trouve qu'il a beaucoup diminué dans son impact dans le jeu. Alors il garde quand même quelques statistiques parce que forcément quand tu tires les corners etc. Tu te retrouves avec des passes D. Mais vraiment son efficacité et sa présence a diminué énormément dans le jeu. Ça nous a plus ou moins réussi. On peut même pas du tout y trouver un facteur de plus de réussite ou moins de réussite parce qu'on a gagné des matchs et on en a perdu avec ce Bruno qui a un peu disparu, qui joue depuis, je dirais que ça fait 3 4 matchs à peu près où vraiment t'as l'impression que il est un peu moins proéminent. Pour ceux qui ont la mémoire pas trop courte, vous savez que Bruno traîne une réputation d'être mauvais face aux grosses équipes. On le sait. Alors, Tottenham n'est pas une grosse équipe, mais est-ce que tu as des attentes plus importantes vis-à-vis de Bruno par rapport à la finale ou pas? Non, Est-ce que ça doit être quand même le joueur qui doit quand même te porter un peu en finale? Est-ce que c'est ce type de joueur ou finalement pas? comme d'habitude, je lui en demande par rapport à son statut. Il a un statut de capitaine et
d'un des joueurs les mieux payés du club, donc il doit avoir ce niveau de performance là. Moi, j'attends pas plus, j'attends pas moins. Euh, J'attends pas forcément que tout passe par lui, parce que justement, c'est vers quoi on se bat dans ce podcast-là. On veut pas que tout passe par lui. Donc moi, j'en attends pas plus de lui, j'en attends plus de tout le monde. Si tout le monde élève son niveau de jeu, ça veut dire que déjà, lui, il va essayer de faire juste son job. On a première mi-temps contre Bilbao, tu le voyais faire des grands gestes et tout, et même le commentateur de Canal il disait ouais, il est frustré par rapport à ses coéquipiers. Alors oui et non parce qu'il est toujours comme ça. Ben, si aussi il voit que ses coéquipiers ne font pas le boulot, ben lui il va vouloir faire le boulot entre guillemets à leur place, et du coup il fait pas son boulot, il est partout, il est nulle part. Donc moi j'attends juste qu'il soit concentré, qu'il fasse son jeu, ni plus ni moins. Ok. Moi, j'avoue que moi, j'ai quand même une attente. Alors, vous savez que je supporte pas particulièrement Bruno dans mes joueurs préférés. J'aime pas la manière dont il joue chez moi et je l'ai jamais aimé. Pour les plus fidèles auditeurs du podcast qui étaient là sur les tout premiers épisodes, même les 10, les 15, les 20 premiers qui remontent donc à maintenant 3-4 ans, 3 ans. J'ai jamais aimé, même que l'année où il fait des stats complètement dingues, dignes d'un bon attaquant, et ça, on pourra jamais lui enlever ses stats, hein, pour moi, c'est même sa principale qualité. Euh, j'ai jamais été fan de Bruno qui distribue le jeu. J'ai toujours trouvé qu'il manquait d'un QI. C'est pour moi, je l'ai toujours vu comme un sous Gérard, un sous Lampard, un sous De Bruyne, un sous Ozil. C'est pas un mauvais joueur, mais je trouvais que c'est un joueur qui est trop mis en avant uniquement à cause de ses stats. Le même joueur qui aurait exactement la même attitude sur le terrain, les mêmes nombres de tentatives, le même nombre de réussites, avec juste quelques passes et quelques buts de moins, pas beaucoup, hein, on parle même pas de la moitié, on parlerait pas de ce joueur comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment ces stats qui cachent un peu la forêt. Cependant, comme tu l'as dit, ça reste le joueur qui est peut-être le plus gros cadre de notre vestiaire actuel. Je réfléchis, est-ce qu'il y en a un autre devant le Casemiro Avec peut-être? Casemiro, ouais. Ouais, Casemiro, donc allez, qui fait partie, on va dire, du top 3 des plus gros cadres. Tout comme je vais attendre de Casemiro qui porte le match. Alors attention, hein, quand je dis ça, le match ne va pas tenir sur 3 joueurs. Mais Casemiro, quand tu le prends, il prend un surnom de Monsieur 5 Ligue des Champions. Oui. Ça sous-entend qu'il a quand même un passif où il est costaud, qu'il a une expérience en plus en Europe de dingue. Fatalité, on va jouer en Espagne, donc normalement le mec, le climat, tout ça, l'ambiance dans le stade, tout ça, il connaît. T'attends à pouvoir compter plus sur ce joueur que ce que tu aurais compté sur un Euro qui a 20 ans, qu'un Højlund qui a Oui, 22 ans, qui a jamais joué de finale, qu'un Hamad qui a 22 ans, 24 ans, qui a jamais joué de finale. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que tu comptes sur tous tes joueurs, bien sûr que chacun doit faire sa part du boulot, mais dans le fait de mener les troupes, j'attends de Casemiro, j'attends de Bruno. J'espère qu'il donnera un peu tort à cette réputation dans les gros matchs de pas être là, parce que même si Tottenham, toi et moi, on ne voit pas Tottenham comme une grosse équipe, ça reste nos adversaires en finale et ça devient un gros match. Même si c'est pas une grosse équipe, c'est un gros match. C'est le match peut-être même le plus important de la saison. On peut le qualifier comme ça. Donc j'avoue que j'ai une grosse attente envers Bruno pour au moins, non pas forcément faire des stats, mais montrer une attitude sur le terrain et être capable de motiver ses coéquipiers. Parce que comme tu l'as dit toi-même, le dernier match contre Bilbao, la première mi-temps, Amorim en veut beaucoup. Tu le dis toi-même, en veut beaucoup sur l'attitude de ses joueurs. Ben, j'espère que Bruno sera capable de montrer le bon côté de l'attitude qu'il faut avoir et d'être capable de relever la tête de certains joueurs qui ne l'auraient pas pendant le match. C'est ce que tu attends du capitaine et ce que tu attends qui, en plus, quand ton capitaine fait partie de tes plus gros cadres. C'est ça, c'est tout. Moi, j'attends juste ça de lui, j'attends pas plus, pas moins. D'accord. Ça me va. Pour ceux qui n'ont pas tout à fait suivi les news aussi, Tottenham, on n'a pas beaucoup parlé de Manchester. Je vais pas particulièrement parler de Tottenham parce que je pense que c'est pas forcément à nous de le faire. Et puis, j'ai pas assez regardé Tottenham jouer, hormis vous parler de leur classement, de leur coach. Ça me fait beaucoup plaisir de voir leur coach à cet endroit-là, surtout après le bruit où on Ah, fait les médias. je sais pas. Moi, je l'aime bien, ce coach. Non, alors c'est pas contre lui perso, c'est pas contre lui perso, c'est contre l'image qu'on essaie d'en donner les médias, surtout à l'époque où ils faisaient le parallèle avec Ten Hag, où ce coach-là était miracle, il faisait les mêmes choses que Ten Hag, mais Ten Hag lui était un mauvais coach. Et aujourd'hui, au final, ils sont également au même niveau, et t'as envie de dire bon finalement il vaut pas mieux. Enfin t'as pas forcément le meilleur. Par contre Tottenham, eux aussi ont eu une mauvaise nouvelle. On a perdu Euro sur blessure. Pour ceux qui ont suivi, ils ont perdu Madison sur blessure, qui a priori, c'est sûr, ne jouera pas la finale, qui est plutôt quand même un élément positif pour nous, puisque Madison est quand même l'un de leurs meilleurs joueurs de très loin, et du coup, il sera pas dispo. Son aussi n'est pas là depuis de longue date. Ouais, Bon, c'est bien, c'est positif pour nous.
C'est positif. Après, dans la préparation du match, des fois, c'est un petit peu plus négatif parce que je pense que quand tu regardes les matchs, parce que j'espère quand même qu'il va y avoir du travail vidéo, etc. Euh, du coup, les schémas que tu vas regarder, ça va être compliqué parce qu'il va falloir regarder les schémas sans Madison, qui sont pas non plus les schémas les plus courants. Et du coup, aux préparations, c'est un peu plus compliqué. Je me tire je me souviendrai toujours, à l'époque où Beckham jouait en équipe d'Angleterre, il y avait un match contre la France et ils avaient interviewé je ne sais plus qui, sélectionneur ou un des coachs adjoints, je sais plus qui, et qui disait, et Beckham était absent de ce match-là. Et il disait, en fait, on est très embêté parce qu'on a eu beau chercher dans toutes nos vidéos, on n'a aucune vidéo de qui d'autre qui tire les coups francs. Donc du coup, ils avaient pas de stratégie sur les coups francs parce qu'en fait, ils avaient un mauvais travail vidéo. Alors, je dis pas qu'on en est jusque-là avec Tottenham, attention, c'est comme une équipe qu'on connaît bien, on les croise suffisamment régulièrement dans notre championnat pour bien les connaître, mais ça reste quand même du coup des questions que tu peux te poser quand tu prépares un match, quand un des joueurs majeurs est pas là, c'est comment est-ce qu'il va être compensé, est-ce que les schémas de jeu vont changer, etc., etc. Donc oui, bonne absence de Madison, est-ce que ça va nous empêcher de travailler un petit peu? Peut-être, point d'interrogation, je sais pas. Ben, t'as un pourvoyeur de ballon pour Solanke en moins. T'as Son qui peut être aussi cette menace-là en moins. Donc oui, c'est dans l'aspect offensif, ça change. Après, bah, ils ont récupéré Vicario depuis un petit moment, je pense maintenant. Défensivement, je pense qu'ils peuvent être un peu plus solides. Donc ouais, non, franchement, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas un monde où je vois pas comment on fait pour ne pas gagner. Vraiment. C'est juste que bah, du coup, j'ai cette part de doute. Je me dis, mince, i- Normal. ils vont nous la faire en finale face à un club historiquement connu pour être des losers. Je sais que je parle beaucoup d'Arsenal, mais eux, c'est pire. Eux, c'est pire que Arsenal. Historiquement, ce sont des losers et si on leur donne ça, je résisterai pas. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, hein, Arsenal, 5e saison consécutive sous Arteta sans titre. Quand nous, on a eu le soi-disant le pire coach quasiment de la Terre avec Ten Hag qui gagne 2 titres et possiblement Amorim qui, dans sa pire saison, gagnerait un titre en Europe. Possiblement, attention, hein, je dis pas qu'on a gagné d'avance parce que c'est pas encore gagné. Mais du coup, ça me fait toujours rigoler de parler d'Arsenal et de voir que, comme a dit Patrice Evra, Arsenal, c'est comme regarder Netflix et t'attends toujours la saison d'après, quoi. Il a refait une vidéo là, je sais pas si t'as vu, il a dit qu'il détestait pas ses enfants. Il a dit comment on peut détester ses enfants. Il a encore remis une couche sur Arsenal, Une mais couche. parce qu'il le mérite, parce qu'en fait, lui il parle pas forcément des joueurs d'Arsenal, il parle de la fanbase qui est ultra arrogante. Ils gagnent rien. Mais ils ont toujours été arrogants et c'est ça qui est dénoncé en fait à l'époque. Oui, le Arsenal c'était le Barcelone d'Angleterre, machin, mais au final ils gagnaient rien. Et donc c'est pour ça que lui, il s'en est pris à eux. Pour ceux qui ont la jeunesse. Donc c'était pas gratuit en fait. Les supporters arsenal sont arrogants. Nous, on n'est pas arrogants, on est juste meilleurs. C'est pas nous qui disons, c'est comme ça. Parce que nous, on a gagné des trophées. Donc maintenant, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont à un stade plus avancé que nous dans leur développement. Mais malgré tout, il manque toujours quelque chose et on est toujours complaisant avec eux. Arsenal n'a pas gagné. C'est pas grave, il leur manquait un attaquant l'année prochaine. Alors que nous, euh, s- si on gagne pas tel ou tel match, comme on nous descend, c'est normal. Après, Ferguson a tellement, il a terrorisé leur ami Wenger que maintenant ils sont contents de nous voir dans cette Allez, position. les médias français, de toute façon, ont toujours supporté Arsenal. Ils nous ont jamais aimés. Détesté. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont encore un doute, vous irez checker. Je vous le dis là, c'est un peu plus juste. Vous allez sur la chaîne YouTube de Canal+. Il n'y a pas le résumé du match contre Bilbao. Mais On gagne 4-1, il voulait que ce soit Lyon déjà. qualifie. Il disait ouais, je regrette que je sais plus c'était quel le Attends, commentateur. ils ont publié une vidéo sur leur chaîne suite au match retour, donc Manchester Bilbao. Tu sais ce que c'est? Non. Le but de Bilbao. Ouais, C'est quand même exceptionnel. Les mecs, c'est les haters d'origine, originelle. Il y a qu'une seule vidéo sur Canal Plus Sport. Vous irez checker la chaîne YouTube, vous irez voir. Et ben, c'est le but de Bilbao uniquement. Après, en vrai, moi, je m'en tape. De toute façon, j'ai toujours fait sans canal. Je savais qu'ils nous ont toujours détesté, donc Ah, qu'ils disent du bien ou du mal, honnêtement, je m'en tape. c'est incroyable. Ils Et font ce d'ailleurs, qu'ils pour ceux qui auront la chance de suivre le match en clair dans des conditions faciles, parce qu'on sait, force à vous que les supporters de Manchester United, bah, supporter le foot anglais, et si t'as pas l'abonnement qui va, des fois c'est un peu compliqué. Donc pour tous ceux qui verront le match en français, bah, les commentaires Canal+, vous attendez pas à ce que ça supporte Manchester, hein.
Et on va encore vivre, je pense, une soirée difficile en termes de commentateurs, je pense, On veut juste qu'ils qui soient représentent. neutres. En fait, moi je demande pas à ce qu'ils soient supporters de Manchester. Ils doivent être neutres. Ils doivent retranscrire ce qui se passe du match. Ils sont là, oui, Lyon, des regrets, Lyon, des regrets. Non mais je sais pas, on dirait que c'est pas nous qui menions 2-0 à la base. Donc c'est Euh, peut-être nous qui avons aussi merdé. Lyon après a fait une grosse performance, mais on avait initialement c'est nous qui avions merdé en fait. Et ça on l'oublie. Donc Et puis Pellegrini- grosse performance, oui, grosse performance, mais finalement ils prennent encore plus de buts que ce qu'ils en mettent. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus une si grosse performance que ça. Quand dans une mi-temps tu prends plus de buts que ce que t'en mets, alors t'as eu beau Ouais, mais je faire veux une dire bonne que de mi-temps. passer de 0-2 à 4-2, après, même en étant à 10 contre 11, c'est quand même une performance. Après, il te reste à peu près même pas 10 minutes, et t'encaisses 3 buts. Donc, C'est je ça. peux. Bah, c'est qualifié de grosse performance quand on encaisse 3 buts en 10 minutes, c'est quand même, c'est pas anodin. Enfin, tu vois, Ouais, c'est dur. surtout qu'en plus, ils peuvent pas nous dire qu'on a triché ou autre, parce que tout était Non, correct. tout était ok, on est bien d'accord. Peut-être avant d'arrêter là, parce qu'on comptait faire un petit format pour ceux qui suivent, j'avais une dernière question quand même à te poser, puisque tu reviens sur le match. En défense, pas besoin d'imaginer quelle équipe on va avoir joué, parce que bon, on sait qu'il y aura un Nana Okaj, on sait qu'il va forcément y avoir Mazraoui, Maguire. Lui, il me fait peur. Ah bah lui, il peut te saborder, mais on va pas en parler. Je garde-le pour le prochain podcast si tu veux. On en a assez dit. On sait qu'il nous a sabordé l'année dernière. On connaît, on sait. Mais là, ce que je voulais parler, c'est pas le joueur qui te fait le plus peur, parce que sinon on peut faire un podcast de 2 heures et du coup on ne rentre plus dans le cadre du petit format. Mm. Ce qu'on se dit, c'est que la défense, elle est connue. Tu sais que tu vas jouer avec très certainement Ahmad en piston, très certainement, puisque là il enchaîne les minutes. Si, il enchaîne. À la limite, on pourra discuter. Mais en tout cas, tu vas avoir Maguire, c'est sûr. Tu vas avoir Lindelof ou Shaw. C'est à peu près évident. Tu auras Mazraoui en défense centrale. Et à gauche, ça va se jouer normalement avec Patrick Dorgou. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je ne suis pas sûr que Dalot soit là pour le match. Et même s'il revenait, de là à dire, J'espère pas. j'espère pas. Mais en tout cas, les joueurs que tu trouves en défense sont quasiment une certitude. Mm. Les joueurs qu'on trouvera en attaque, sauf si le coach veut faire un peu une surprise, on sait qu'on aura Højlund en attaque, sauf si vraiment au dernier moment il sort un montage où il te met Mount ou je ne sais qui en attaque pour débuter le match, qui serait une surprise, mais on part du principe qu'il n'y a pas de surprise. Ma question, elle est, qui tu mets au milieu entre l'attaquant et les défenseurs? Le Alors, quatuor là. ouais, Casimiro, j'imagine. Bah, Est-ce que tu fais un milieu Casimiro Ugarte? Ou est-ce que tu fais un milieu Bruno, Casemiro? ce que moi je veux n'est pas seulement, c'est pas ce qui va être fait. Euh, sur les derniers matchs, moi je pars du principe qu'il faut garder ce que tu as fait des derniers matchs. Même si je suis pas fan, mais c'est ça qui t'a permis d'aller là où t'es. Donc tu fais Casemiro ou Garté. Si ça tenait qu'à moi, je ferais Casemiro Bruno. Je mettrais Garnacho et Pour moi, Amat sera piston, comme on l'a vu aujourd'hui. pour moi, il démarre. Pour moi, Mount et Ahmad ne démarrent même pas. Alors, Mount qui démarre pas, je serais pas surpris, mais je suis Je quasi sûr pense. qu'Ahmad, on le verra en piston. Non, alors, tout dépend de Yoro. Si Yoro est là, il va mettre Mazraoui en piston. Ouais, a priori, Parce que bon, Ahmad on apprend quand même. ne pourra pas tenir tout le match. Ne pas oublier que potentiellement, tu peux aller jusqu'à. Tu peux faire 30 minutes supplémentaires. Donc, Après, tu euh, as toujours l'option de passer Dorgo à droite et faire rentrer Shaw à gauche. Si tu démarres pas avec Shaw, que tu démarres avec ouais, Lindelof. mais Donc, tu te laisses cette option si tu de... crames Ahmad, je pense. Ça se trouve, il aura même pas encore 90 minutes dans les jambes. Quoique. Je pense Oh qu'il là, il était pas récupère un peu. loin, hein. Je crois que là, Ouais, sur ce match aujourd'hui, il fait 80 minutes, un c'est truc comme vrai ça, je crois. Donc, qu'il. il est pas loin. Il y a encore le match contre Chelsea. Je vois pas, enfin, pour moi, il sera fit à faire 90 minutes. Alors après, est-ce qu'il sera parfaitement 100%, je sais pas. Mais en tout cas, il sera fit pour 90 minutes, je pense, pour la finale. Sauf blessure d'ici là, mais C'est risqué, mais je l'aurais pas fait débuter. Je d'accord. pense que tu peux commencer avec l'équipe qui t'a amené jusque-là aujourd'hui, de tenir 1 heure et après de faire entrer les gars qui vont, les finishers, ceux des Mount, Ahmad, Mainou, des joueurs qui pourront t'apporter voilà, un surplus. Alors que si tu les mets d'entrée, bah imagine que
tu mets Mount, tu mets Ahmad, tu mets Mainou titulaire. Il y a 0-0 ou on perd 1-0. Et il reste et à la 60e. Tu fais rentrer qui? T'as dit, bah, t'as Garnacho, du coup, Ouais, dans ton à truc, la tu peux limite. faire rentrer. Après, bon, je vais dire, il y a Eriksen, mais Eriksen ne rentrera jamais pour ce genre de poste parce que il ne fait Terminé. rentrer Eriksen que pour de la gestion, donc Mm, non. Oui, après, je suis d'accord que t'as pas terminé. tant d'options que ça. Après, t'as toujours aussi l'option qui moi me plaît et qui me donne encore raison quand je vois les derniers matchs. À chaque fois qu'on le fait, c'est rare, mais à chaque fois qu'on fait monter Casemiro, il se passe quelque chose. Je le disais l'année dernière. Là, il a joué un peu plus haut sur les derniers matchs et tu retrouves le Casemiro qui clutch, qui est capable. Il a cette Ah. capacité. Attention, je suis pas en train de te dire de le faire jouer tout le match, mais je veux dire, quand tu arrives à arriver à la 70e, 80e et que tu lui demandes de jouer un cran plus haut, c'est quelque chose qui souvent apporte. Ça, Je tu sais peux pas ce pas que lui t'appelles enlever. jouer un cran plus haut parce que je l'ai jamais vu dans les 2-10. Alors, bah, je veux Dans moi le faire dans jouer un, l'animation, oui, le milieu de terrain central peut se projeter, mais il n'est pas dans les mais 2-10. en fait, c'est le moment où il quitte un peu son poste défensif et qu'il est en termes de zone, il est beaucoup plus proche de la surface adverse que ce qu'il est de notre Ce surface, qui vraiment. est logique, oui, mais Ugarte peut le faire, Mainou peut le faire. Ce qui est Alors, personnellement, je trouve dans ce Casemiro, système-là, c'est ce qu'ils doivent faire en fait. je trouve Casemiro meilleur que Ugarte. N'en dépèse sa passe D et ses deux passes D et son but. Je trouve que Casemiro pèse plus quand il monte que ce que pèse Ugarte, malgré les deux matchs d'affilée où il score et il fait des passes D. Je parle de l'ensemble de la saison et Oui, pas de la en fait, tendance sur trois tout ça, matchs. on est d'accord, mais moi, ce qui me dérange, c'est que toi, tu veuilles le faire jouer dès le départ dans les 2-10 ou dans une position plus offensive. Moi, Plus offensive. c'est juste là qui me dérange. Bah, en Euh, fait, c'est la même finalement. Alors, c'est pas la même position, mais c'est un peu comme ce que bah, t'attends de Bruno quand il est aligné à côté de Ugarte ou de c'est comme si tu Casemiro, dis c'est qu'il joue un cran Garnacho, plus haut. si c'est la même position, donc Garnacho peut jouer dans les 2-6. Non, parce que quand je dis que Casemiro est plus haut, il reste quand même un cran plus bas. Si tu veux, c'est au lieu de jouer avec tes deux au même niveau, t'as quand même un cran et après t'as les attaquants. Oui. Et oui, mais ça fait une différence parce qu'en fait, ça veut dire que quand il fait ça, c'est plus lui qui est en couverture. C'est lui qui est forcément plus haut et qui redescend pas systématiquement, qui a une tendance à rester plus haut, sauf s'il y a une énorme contre-attaque et que tout le monde revient. Mais quand tu as ce jeu de possession au milieu, à ce moment-là, il ne redescend pas pour défendre. Généralement, il reste un cran plus haut. Et c'est en ça où je trouve qu'il est Si t'as intéressant. Ugarte à côté de lui, si tu mets Oui, Mainou ou oui, Bruno, bah c'est quasiment qui restera plus bas. on est d'accord. On est bien d'accord. C'est pour ça que moi, je me dis que même si, comme toi, peut-être qu'il faudrait, et encore, c'est pas le mieux, mais je peux comprendre qu'on veuille Bruno à côté de Casemiro. Dans ma tête, je préfère quand même avoir Ugarte Casemiro que Bruno Casemiro, parce que je trouve que ça permet à Casemiro de profiter, vu qu'en plus il est en forme en ce moment, enfin en forme, façon de parler, mais il est plutôt ok. Et il finit la saison mieux que ce qu'il a commencé, si on peut le dire au moins comme ça. Bah, ça permet d'avoir cette option où, quand il remonte, je trouve qu'il a toujours été dangereux, Casemiro. Il est pas dangereux forcément dans ses frappes parce que il prend pas beaucoup de tentatives et tout, mais il pèse sur la défense, il est au milieu des défenseurs. Enfin, il sait apporter une présence qui fait que ça Mais fonctionne. en fait, il fait juste son boulot. C'est comme un Rodri. C'est lui qui marque en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. En fait, de sa position, c'est comme un Fabian Ruiz, même si c'est pas lui l'élément le plus bas, mais il apporte cette contribution. Ça peut être n'importe quel autre joueur. En fait, de sa position de 6, Casemiro, il le faisait déjà au Real. Au Real, il a souvent mis des buts et des buts importants. Il mettait pas le quatrième but du match, ouais, il mettait le but qui faisait gagner. Et donc ça, moi, ça, en fait, il est parfaitement dans son rôle, en fait. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la compo? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu espères voir jouer ou pas jouer? Non, en vrai, il y a personne que je veux pas voir jouer. Euh, Juste avant de clôturer ce petit format, est-ce que tu veux dire un dernier mot sur Onana? Je te laisse la parole. non, ben ça me fait peur. Ben, du coup, avec Antoine, on s'est un peu chamaillé sur le groupe WhatsApp. Bah oui, la technique de plongeon n'est pas bonne. Bon, ça c'est toi qui me l'avais suggéré. Je comptais ne pas parler, mais vu que tu m'as lancé sur le sujet, Vas-y. la technique de plongeon n'était pas bonne de Nana. Euh, on a vu le parallèle avec Zomer pas plus tard que non, 2 jours avant, Oui. Pour ceux où qui n'ont pas suivi, à la mi-temps, il y a un comparatif Canal Plus des deux plongeons, celui où Onana prend le but et en parallèle où Sommer fait un arrêt complètement très bon, juste très bon.
Et du coup, ça parle vraiment de technique de gardien et comment faut plonger. C'est pas une erreur en soi. Je suis d'accord. Parce qu'il est sur le ballon, voilà, mais c'est juste qu'il a pas assez poussé. En gros, ce qu'on attend, pardon, d'un gardien de Manchester United, c'est justement ça. C'est ce que nous apportait Derrea. Maintenant, c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire ouais, faut le retour de Derrea, alors que moi, je suis pas du tout. Je suis dans la team Onana, mais même si fondamentalement je préfère Derrea, mais quand j'avais dit que je voulais qu'il parte, c'était dans un contexte, il faut toujours mettre les choses dans leur contexte. Il arrive en fin de contrat, il touchait 24 millions. Pour moi, il fallait s'en séparer. Et surtout qu'en plus, c'était le souhait du coach, parce qu'il voulait autre chose. Maintenant, celui qu'on a pris ne fait pas le boulot. Ça veut pas dire que le choix de faire sortir Derrea n'était pas bon. Ça, c'était juste pour la parenthèse. Pour revenir à Onana, euh, malheureusement, oui, il est pas rassurant. Euh, sur la moindre frappe, même si des fois, il peut avoir un tir du milieu de terrain, tu te dis, ouais, non, c'est anodin. Avec lui, ça peut rentrer. Et parfois, des trucs improbables, il va te les sortir. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je pense que Tottenham va justement beaucoup jouer sur ça. Il pourrait nous plomber. Mais bon, j'espère que non, parce que il y a 2 ans avec l'Inter, il a été élu meilleur gardien de la Ligue des Champions. Il avait sorti 10 arrêts. Après, je sais pas si la statistique est vraie, mais je crois qu'il l'avait dit sur Canal+. C'est lui qui détient le record. Je sais plus si c'est sur la finale ou sur un match en tant que tel de 10 arrêts. Donc c'est pas un mauvais gardien. Maintenant, dans le contexte dans lequel il est chez nous, il est clairement pas bon. Après, de là à voir ce qu'on en fait cet été, si on le vend, si on prend un autre gardien. Mais en tout cas, voilà, c'est sa prestation contre Bilbao. Bon, heureusement qu'on n'a pas compté des tirs trop importants, mais voilà, il n'est pas rassurant du tout. Je suis d'accord. Je vais pas en rajouter plus. Je pense que c'est son inconstance qui pourrait aussi bien nous faire gagner que perdre le match. On est sur un joueur qui est, je dirais, dans le mauvais sens du terme, hélas, mais le facteur X peut-être un peu de notre équipe. En vrai, Eh ben, il me fait écoutez, peur. Ouais. ouais, bah normal. Allez, une dernière question, mais vraiment juste une réponse simple. Je vais pas te demander si la finale on la gagne ou on la perd, parce que je sais ce que t'en penses. Juste dis-moi si tu la gagnes pendant les 90 minutes, en prolongation ou au tir au but. Pour moi, je pense que ça va se jouer en 90 minutes. En 90 minutes? Ouais. Ok. Bah, dites-nous en commentaire si pour vous ça se joue en 90 minutes. N'annoncez pas encore les scores, peut-être qu'on le fera la prochaine fois. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, pas sûr de faire un podcast le week-end prochain. Normalement oui, mais au vu de l'heure du match, il y a quand même un léger doute, donc si vous ne voyez pas, c'est qu'on fera le débrief post-finale et c'est pour ça aussi qu'on a pris le temps, même à deux, de parler aujourd'hui du match Hmm. contre Tottenham qui se présente. Je vous dis au revoir à tous et à plus Adama. Ok, salut.